Bienvenue sur Ici Éco. Le Conseil des ministres a promulgué par décret le budget 2025 ainsi que la prorogation momentanée des mandats des ambassadeurs hors cadre. Lors de sa première séance qui s'est tenue au palais de Barabda au lendemain de l'obtention de la confiance du Parlement, 22 points à l'ordre du jour ont été traités. À l'issue de cette réunion, présidée par le président Joseph Aoun, le Premier ministre Nawaf Salam a annoncé le lancement d'un programme de réforme fondé sur la déclaration ministérielle. Il a également souligné l'importance de poursuivre la mise en œuvre des articles réformistes de l'accord de Taïf, précisant que la promulgation du budget par décret permet d'éviter toute paralyse ou retard dans les procédures. Durant cet épisode, nous aborderons les décisions du Conseil des ministres, notamment l'adoption du budget 2025 par décret et ses implications fiscales. Nous suivrons également la visite de la mission du Fonds monétaire international au Liban la semaine prochaine, en compagnie du professeur Maroun Khater, qui est chercheur en finance et en économie. Professeur Khater, c'est toujours un plaisir de le recevoir. Merci beaucoup, Maurice. Juste pour rappeler que le Premier ministre Nawaf Salam a annoncé l'adoption du budget 2025 par décret, invoquant le manque de temps, l'impossibilité de continuer à dépenser sur la base du régime des 12e provisoires, ainsi que la nécessité de limiter les avances et les ouvertures de crédit. Donc voilà, pour commencer, quels sont les effets de cette décision gouvernementale? La décision en elle-même n'est certainement pas idéale. Derrière, il y a certainement la détermination du cabinet Salam à éviter l'adoption de la base du 12e provisoire qui contraint les finances publiques au budget de l'année 2024 insuffisant pour ce qui est requis en 2025 et au-delà. Mais moi, je vois aussi que derrière, il y a des préoccupations en rapport avec le renvoi du projet de loi vers le Parlement et peut-être une peur que ça se noie dans les tiraillements politiques et que ça soit ajourné pour plusieurs mois. Et ça peut être très nuisible, tant sur le plan opérationnel que sur le plan du bon déroulement. Ça, c'est clair. Mais juste pour dire que l'élaboration du projet de budget a été effectuée avant l'agression israélienne contre le Liban et ses répercussions économiques, financières et sociales, ce qui rend les dépenses et les recettes du projet irréalistes. De plus, ce projet ne prévoit aucune aide ni dépenses liées au traitement des conséquences de la guerre à tous les niveaux, notamment économiques, sanitaires et sociaux. Mais le gouvernement a chargé le ministre des Finances, Yassine Jaber, de préparer un projet de loi visant à revoir les taxes incluses dans le budget afin d'atténuer les répercussions économiques et sociales sur les citoyens. Donc, vous dites quoi à propos de ces impôts, à propos de ces taxes? Comment peut-on augmenter les impôts et les taxes dans une économie qui vient juste de sortir d'une guerre, d'un conflit? Ici, avec vous, on a dit que le budget 2025, c'est comme le budget 2024. Ça ne ressemble pas à un budget, c'est un brouillon qui a été préparé par un cabinet qui travaillait d'une manière qui était vraiment mauvaise. Et par suite, le fait de le promulguer, moi je vois que ce n'est pas par conviction. Mais Ils ont été obligés de faire ça. Ce n'est pas obligé, mais c'est parce que, vous voyez, la situation, les contraintes économiques sont toujours alors désastreuses. L'économie en elle-même, elle est très bouleversée. Le fait de pouvoir appliquer des approches budgétaires traditionnelles est impossible. Et par suite, moi, je ne justifie pas ce qu'ils ont fait. Mais je vois que le gouvernement Salam s'est donné une période de grâce. C'est parce que les réformes qui doivent être intégrées dans un budget normal sont pratiquement impossibles aujourd'hui. Et c'est par suite, ils n'ont pas... et voyant les préoccupations du côté du Parlement, il n'y avait pas d'autre choix que de l'adopter, que de le voter. Mais bon, c'est un budget qui est très mauvais, c'est un budget où il y a beaucoup d'impôts, c'est un budget où il n'y a pas de réforme, c'est un budget où il n'y a pas de vision. Et moi, je ne vois pas que le projet de loi qui va être préparé par le ministre des Finances, il va résoudre le problème. Ça va atténuer un peu. Donc voilà, quel est le rôle du ministère des Finances et comment peut-on limiter les conséquences de ce budget qui a été hérité du gouvernement précédent? Voilà. Le rôle du ministère des Finances, maintenant, c'est un rôle qui est un peu atypique. Le ministère des Finances, c'est lui qui dessine, qui trace
la vision du pays dans une politique budgétaire qui se base sur les écoles économiques connues. Ça, c'est inopérant pour le moment, vu toutes les contraintes. Ce que le ministère des Finances fait maintenant, c'est dans le cadre, entre guillemets, des réparations qui peuvent être faites sur un budget qui a été hérité, sur un budget qui est très mauvais. Et c'est aussi, c'est une solution qui est apportée dans une période transitoire qui ne peut pas être analysée d'un côté théorique, mais plus d'un côté pratique. Alors, c'est une période de grâce que ce gouvernement se donne. Et le discours du Premier ministre disant que son cabinet peut être jugé lorsqu'il va voter le budget 2026 et pas sur le budget 2025, ça confirme ce que je dis. Et par suite, on n'est pas en train de voter un budget que ce gouvernement a travaillé, mais il y avait d'autres solutions si jamais la politique elle n'était pas exigeante ou bien il n'y avait pas des peurs d'entravement du côté du Parlement. Moi, je vois que ce qui a été voté en 2000 par l'ancien gouvernement, c'est très mauvais, tant sur le plan du vécu des Libanais que sur le plan de l'ambiance générale du pays et sur l'attractivité en termes d'investissement. Mais le gouvernement a demandé aussi au ministre des Finances de commencer à préparer le budget 2026. Quel type de budget devrait être envisagé? Alors, le budget 2026, c'est un budget qui doit émaner de toute une démarche de réforme. À partir du contrôle des frontières et du fait d'avoir des recettes fiscales qui sont bien contrôlées, je veux dire que cette vague de discrimination entre les Libanais et leur classement entre des citoyens de la classe A et d'autres de la classe B, ça doit se terminer. Avant de parler budget, il faut qu'il y ait justice, il faut qu'il y ait plein de réformes durant cette année pour pouvoir appliquer ou bien pour pouvoir mettre en œuvre un budget applicable en 2026 et qui suit l'une des écoles économiques, un budget qui suit l'approche traditionnelle de l'économie, qui prend en considération les réformes, la souveraineté de l'État et du gouvernement, le contrôle des recettes publiques et voilà. Et tout se base sur une stabilité politique qui va permettre au gouvernement et aux institutions de pouvoir jouer un rôle qui est plus actif dans le cadre de la réactivation des institutions pour avoir un budget qui s'applique. On aurait pu faire un budget maintenant qui est meilleur que celui qui a été voté. Cependant, moi, je vois que c'est impossible de l'appliquer parce qu'il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui change, sauf le moral. Pour le moment, on se sent mieux, mais du côté de la pratique, il n'y a rien qui change. Ça, c'est clair. Après la réunion du Conseil des ministres, le Premier ministre Nawaf Salam a affirmé que le gouvernement avait lancé un vaste chantier de réforme basé sur la déclaration ministérielle, soulignant l'importance de mesures correctives dans différents secteurs. Par où faut-il commencer ? Alors, dès son investiture, ce gouvernement, il a classé les priorités. Et le discours du Premier ministre hier, il est très bien parce qu'il a commencé à donner des indicateurs qui sont un peu pratiques par rapport à ce qu'il va faire. Je cite, alors il a parlé de mesures pour la restructuration de l'économie, il a parlé d'unification du taux de change, de récapitalisation du secteur bancaire et de la gouvernance publique en termes de restructuration aussi. Et aussi, il a parlé de mesures fiscales en rapport avec les dépenses publiques et avec la taxation progressive. La vérité, c'est que tous ces points sont des points qui sont importants, mais il est crucial de faire un classement des priorités d'une manière qui est bien claire. Parce que le fait de commencer avec tous ces points, avec tous ces dossiers lourds. Oui, alors c'est très lourd. Oui. Moi, je vois que la première étape, celle de l'instauration d'une certaine stabilité politique, ça a été plus ou moins fait. Alors la seconde, ça doit partir du côté de la justice, du côté de la réactivation des institutions, du côté du contrôle des frontières, parce que le financement de ces dossiers doit se baser sur
les recettes de l'État, les recettes publiques. Et ces recettes sont des recettes qui font face à des problèmes qui sont vraiment très graves et qui sont très profonds et qui sont Donc, vous structurels. allez dire ici, donc, contrebande, évasion fiscale. Évasion fiscale, oui, oui, mais contrôle des frontières, réactivation des institutions, des douanes, je veux dire responsabilisation, application de la loi, instauration d'un certain aspect ou bien d'une certaine norme, entre guillemets, d'égalité entre les Libanais, qui est tout le monde qui participe au paiement des impôts et qui est tout le monde qui soit vraiment un citoyen. Alors, la définition, voire la redéfinition de la citoyenneté, et ça va faire que l'État, en tout et pour tout, peut créer de la synergie. Cette synergie, elle peut se répercuter en des dossiers parce que la réalisation ou le fait de travailler des dossiers, ça a besoin de l'argent. Le financement de ces dossiers ne doit pas se faire par un financement externe. Il doit se faire par une restructuration à l'interne qui fait que l'État soit réactivé et que les institutions jouent de nouveau leur rôle. Vous avez bien mentionné les aides ou bien le financement extérieur. Donc voilà, la directrice de la communication du Fonds monétaire international, Julie Kozak, a annoncé qu'une mission de suivi du Fonds monétaire international se rendra au Liban la semaine prochaine, prévue du 10 au 14 mars. Cette mission a pour objectif d'accompagner le gouvernement libanais dans l'élaboration d'un programme de réforme économique global. Vous êtes convaincu que le Liban a toujours besoin d'un programme avec le Fonds monétaire international? Le Liban, c'est un pays en défaut. Le Liban, il n'a pas accès aux marchés internationaux. Alors, pour se financer, il a besoin des donateurs, que ce soit dans le cadre des plans de financement arabes ou à travers le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Il n'y a pas d'autre choix. Alors, pour tous ceux qui n'aiment pas les donateurs et qui ne veulent pas, on n'a pas d'autre choix. Alors, à l'interne, on a dit ce qui doit se faire. À l'externe, cette fois, le Fonds monétaire international, je vois qu'il va être plus positif en traitant le dossier libanais. C'est parce qu'il y a plus de chances d'avoir des réformes qui sont appliquées. Et ces réformes sont pour le bien du Liban et des Libanais avant que ce soit comme des prérequis pour le FMI. Moi, je vois aussi que le Fonds monétaire international, cette fois, il va voir face à lui des négociateurs qui vont négocier en faveur du Liban. Oui, le point de vue du Liban. Oui, c'est ça. Mais il faut négocier. Des négociateurs, j'ai dit. Oui, des négociateurs, ça veut dire des gens qui vont négocier pour le pays. Parce que vous êtes convaincu qu'avec le gouvernement de Najib Mikati, on négociait pas. Il y avait des gens qui négociaient pas. Il y avait des gens qui négociaient pour le FMI, pas pour le Liban. Alors, cette fois, les négociations doivent aller en faveur du Liban et des Libanais. Moi, je vois que c'est possible d'aboutir potentiellement à un compromis qui est acceptable, qui atténue un peu les conditions du Fonds monétaire international et qui donne au Liban un peu plus de manœuvre en termes de la sévérité des conditions qui peuvent être appliquées. Mais c'est ça. Et voilà. Selon quelles conditions ? Les conditions, moi je vois que le Fonds monétaire international arrive avec des préformats, alors des contrats qui sont tout faits. Mais si jamais il n'y a pas des négociateurs de l'autre côté, alors ces contrats vont être adoptés. S'il y a des négociateurs qui peuvent soulever et exposer et bien expliquer les spécificités des pays qui demandent l'aide, moi je vois que le compromis, il va être à mi-distance entre ce que le Fonds monétaire international veut et ce que les pays ont intérêt à avoir. Mais quelle approche le gouvernement et la déclaration en charge des négociations doivent-ils adopter durant ces négociations avec le Fonds monétaire international? Si c'est du côté des réformes, ce que le Fonds monétaire international va demander, c'est ce que le gouvernement libanais a intérêt d'appliquer. C'est parce qu'on a besoin de beaucoup de réformes à tous les niveaux. Alors, le Fonds monétaire international, s'il demande des prérequis, ces prérequis sont à notre intérêt parce que nous avons besoin de ces réformes pour relancer notre économie. Et par suite, moi je vois
que le blocage des négociations avec le cabinet Mikati, maintenant, ça va se terminer. Le déblocage, il va démarrer du côté de ces réformes. Et comme je vous l'ai dit, il y a une grande chance que ces réformes prennent place. C'est parce qu'il y a une détermination à aller de pair vers un Liban qui est nouveau, vers un Liban qui est meilleur. Le ministre des Finances, Yassine Chaber, a assuré que le ministère poursuit avec une grande détermination les réformes nécessaires et fondamentales pour améliorer le système financier et douanier du pays. Il a souligné que le gouvernement reste engagé à continuer la mise en œuvre des réformes visant à renforcer la transparence financière, améliorer l'environnement des affaires et accroître l'efficacité de la collecte des recettes, ce qui contribuera à soutenir l'économie nationale. Pensez-vous que ce gouvernement est en mesure de prendre les mesures de réforme suffisantes pour relancer le pays? C'est trop tôt de juger parce qu'ils n'ont pas eu le temps de travailler. Hier, c'était la première réunion du cabinet après la confiance. Mais on sent qu'il y a beaucoup de détermination, qu'il y a beaucoup de cœurs qui sont déterminés à faire de leur mieux. Et ça fait qu'il faut qu'on attende un peu pour voir ce qu'ils vont appliquer. Mais à vrai dire que ce qu'ils ont à faire n'est pas facile. Alors, c'est un gouvernement qui va essayer de trouver des solutions à un pays dont l'économie est effondrée, mais à un pays qui est sortant d'une guerre et à un pays dont l'inflation, elle galope et dont la pauvreté est endémique. Et par suite, ce que ce gouvernement va essayer de faire n'est pas facile, mais on a beaucoup d'espoir et on s'attend plutôt à avoir des résultats qui sont positifs. Donc vous pensez que ce gouvernement est un gouvernement de transition ou de relance? Peut-être un gouvernement de structure qui va essayer de baser, de fonder les principaux axes et les piliers partant de la déclaration ministérielle qui se base elle-même sur le discours de l'inauguration du président Aoun. Et par suite, nous, on voit que ce gouvernement, il va essayer de faire les fondements et par suite, il va donner la relève à notre gouvernement qui viendra aussi après les élections parlementaires. Et le fait les préoccupations qu'on vit maintenant, elles doivent disparaître après ces élections. Et dans ce cas, la concordance et l'homogénéité entre le côté parlementaire et le côté exécutif, ça donnera beaucoup de synergie et ça peut nous laisser espérer en un Liban qui est certainement meilleur. C'est toujours un plaisir de vous recevoir, Dr Maroun Khater. Vous êtes professeur et chercheur en finance et en économie. Merci, Maurice. Bien voilà, mes chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Vous pouvez revoir tous nos épisodes sur nos réseaux sociaux. Au revoir.